la chaîne de soins, donc les ambulanciers, les brancardiers, les aides-soignants ou autres, ne font pas, et pardonnez-moi de la pique d'entrée, partie des statistiques pour l'instant du ministère de la Santé, et sont quand même des acteurs tout à fait essentiels. Là, c'est entre, globalement, on ne sait pas vraiment, mais ça double, entre 4 millions et demi et 5 millions. Donc voilà. Donc notre prendre soin des soignants, il est à prendre pas à la lettre pour le coup, mais au sens large de tous les acteurs de la chaîne de soins. Et on vous dit bienvenue. Maintenant, ça y est, voilà, ils sont presque tous assis, tout va bien, bonjour, bonjour. On vous dit bienvenue pour ce qui est, en fait, pour nous, pour le Cercle Entreprise et Santé, un épisode 3. Un épisode 3 de se prendre soin des soignants, centré sur la santé mentale, l'équilibre psychologique, en lien d'une façon générale avec le fonctionnement, que ce soit question de management, organisation et autres. Et encore une fois, vu non pas de l'épicycle de Mercure, mais du terrain complètement, et avec des exemples, deux grandes lignes d'exemples. Et on est très heureux d'accueillir ici alors le célèbre duo du centre prévention santé-travail de l'hôpital Foch, donc à côté de Paris, à Suresnes. Docteur Caroline Amiel est médecin du travail, elle est médecin coordonnateur de l'hôpital, donc avec, j'allais dire, le centre santé-travail classique, le service de santé au travail, service de prévention santé-travail, pardon, c'est SPST, c'est l'affiliation officielle maintenant, et en même temps, elle est à la fois la conceptrice et l'alter ego de Sabrine Berada qui est à côté, qui a une autre formation, puisque vous êtes psychologue du travail et psychologue large, si on peut dire, d'entrée de jeu, et puis vous avez aussi fait un master globalement à l'ESSEC, je pense, autour de ces questions et les questions de management aussi pour voilà. Et ce sont elles deux qui, avec une grande ténacité, ont eu l'idée et le concept d'un centre complètement à part et d'un concept totalement nouveau pour les soignants et les soignants spécifiquement de l'hôpital Foch. Pour l'instant, vous êtes globalement centré là-dessus. J'allais dire après Covid et après donc les grands coups, si on peut dire qu'a pris et que continue de se prendre d'ailleurs l'ensemble de la chaîne des soignants là maintenant. Et avec, vous verrez, un concept qui est tout à fait à part, qui nous a séduit. Je dois dire que moi j'ai eu la chance de le visiter physiquement avant son ouverture, et donc il y avait encore plein de plâtre et c'était voilà. Et c'est tout à fait spécifique parce qu'il est en dehors, c'est-à-dire que ce qui est important, bien sûr il y a des contacts, et bien sûr c'est lié, notamment c'est le rôle de Caroline de ce côté-là, mais c'est essentiel pour ceux qui, alors là, sont les patients, les utilisateurs de ce centre, que la confidentialité soit totalement et donc, moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de lien, c'est-à-dire que les datas, le système d'information n'a rien à voir. Vous savez que c'est souvent l'un des problèmes. Sans citer de trucs, les centres parisiens, c'est qu'on a les datas, on peut avoir les accès de tout le monde, donc là on n'a pas. Et de la même façon, donc c'est géré spécifiquement. Et de la même façon, les intervenants sont des intervenants spécifiques, ne sont pas les médecins locaux. Encore une fois, pour qu'il y ait toute liberté de ce côté-là. Et puis merci. Alors c'est une autre formation. Donc vous avez commencé, vous avez docteur Magali Brian. Merci à vous. Elle a une autre formation, puisque je crois que vous avez commencé comme anesthésiste et puis finalement vous êtes enfui. Et ensuite, Magali est psychiatre, donc elle est à la fois docteur en médecine du travail et psychiatre, et avec un autre concept. Donc oui, on a vraiment trois formations qui sont trois lignes de formation différentes qui sont là. Et vous êtes, j'allais dire, psychiatre à double titre et s'occupant de la santé mentale à double titre, donc à la fois de vos patients, puisque le centre de la clinique Montrepos, qui elle est à Écully, donc à côté de Lyon, est un centre de psychiatrie, et en même temps, donc avec
on imagine des conditions, un type de pression pour les équipes qui est bien spécifique, parce que c'est encore plus délicat de s'occuper de ce type de patient qu'autrement, et aussi pour son équipe. Donc on le verra tout à l'heure. Voilà. Donc voilà pour notre trio. Juste 2 mots, pardon, parce que je me suis pas présenté ni présenté notre cercle. Donc nous, on est un petit truc, mais néanmoins très très actif. On est un think tank sur l'avenir et l'évolution de la relation au travail et de la santé, j'allais dire, dans tous ses sens. Donc bien sûr physique, mentale, sociale, j'allais dire aussi organisationnelle et économique, parce que les impacts économiques sont très très lourds. Et on a monté ce système déjà il y a plusieurs années, des UX Forums, c'est-à-dire parole au terrain, certes les experts, mais pas les experts extérieurs, les experts vraiment du terrain tels qu'ils le vivent et sur les enseignements qu'ils peuvent globalement en avoir. Voilà qui on est. Moi j'en suis donc la fondatrice et la conceptrice de ces UX Forums. Et avant de vous passer la parole, je voudrais faire deux, trois choses et 2-3 points. Tiens. Voilà, donc là où on en est à l'épisode 3. Le premier, c'était en tant que tel, hein, parce qu'avant, on a fait des choses, notamment sur ce qu'on appelait résilience Covid, et qui était, je dirais, il y a 4 ans, quoi, en gros, sur la façon dont, souvent un peu en brasse coulée vis-à-vis de ces événements, et les choses n'étaient pas complètement formalisées. Les systèmes, et notamment les équipes, aussi intégraient des bénévoles, et des médecins bénévoles, notamment des médecins du travail. Nous en a un certain nombre de notre cercle qui sont venus et qui, parce que leur activité, j'allais dire, d'entreprise fermait, était arrêtée pour certains, ou en tout cas assez confinée, mais je dirais que profitaient, si on peut dire, ils faisaient profiter du temps qu'ils avaient pour être bénévoles là-dedans. Donc on a fait ça, on a fait d'autres choses aussi qu'on va reprendre parce que le sujet est important, sur les questions de violence et d'agression. Malheureusement, ce milieu, pour tout un tas de raisons, est sujet plus que d'autres parce que contact avec le public et public stressé à ce genre de choses. Et puis on a démarré, j'allais dire, l'an dernier, ça fait un peu plus d'1 an, avec, je dirais, notre célèbre duo là, et aussi Philippe de Normandie, Jean-Marie Fessler et d'autres, les nouveaux concepts, les nouvelles approches de santé au travail spécifiquement centrées là-dessus. Et puis on a eu, c'était il y a pas très longtemps, il y a 1 mois, un dialogue transatlantique, c'est-à-dire avec un regard canadien. Là-dessus, on va donc d'universitaires, j'allais dire, et canadiens et au Canada, parce que encore une fois, les perceptions sont un peu différentes, les études aussi, là-dessus, qu'on reprendra. Et à venir, à l'automne, on aura des choses avec le CNAM et la chaire management des services de santé, le CNAM à Paris, sur ces questions-là, avec des Zoom femmes, parce que c'est un peu notre obsession. Donc pardon messieurs de ne pas avoir respecté la parité pour une fois. Voilà, donc pour une fois c'est l'humain au sens femme, c'est pas plus mal. Et puis aussi sur les urgences, les crises, et notre autre marotte que vous avez peut-être vu hier, qui est les exosquelettes. Parce qu'encore une fois, ce métier, ce milieu, votre milieu par rapport à ce qu'est par exemple, ce qu'était le Japon, qui ont intégré ça il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, vous aviez 500 ou 600 hôpitaux au Japon qui tous étaient équipés d'exosquelettes, j'allais dire à 360 degrés, c'est-à-dire aussi bien pour les patients, pour les mobiliser le plus vite possible, et tout d'ailleurs, que pour, j'allais dire, les soignants. Ça allait depuis les chirurgiens qui opèrent pendant des heures et qui sont debout pendant des heures, c'est pas très très marrant, jusqu'à les aides-soignants. Enfin bref, il y avait tout le monde. Voilà. Donc ça c'est nous. Et juste quelques rappels là-dessus, et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on est passé d'une préoccupation majeure dans les termes, encore une fois, médiatiques et autres, qui étaient les RPS, les risques psychosociaux, à la santé mentale. Et te dire que c'est sémantiquement intéressant aussi parce qu'on passe d'une analyse qui est, j'allais dire, sur les postes, sur les postes essentiellement, à une analyse et une attention, et ça c'est quand même plutôt bon signe, qui est centrée sur les personnes et qui est centrée vraiment sur les acteurs en tant que personnes et pas seulement, j'allais dire, en tant que personnel, si je peux me permettre, personnel comme on dit au Casino. Enfin pardon. Et donc ce qu'il y a aussi, là je vous mettrai là-haut, là je voulais juste rappeler parce que finalement c'est venu un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre, c'est la définition par le ministère du Travail de ce que sont les risques psychosociaux, un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs, les causes étant les conditions d'emploi, les facteurs liés à l'organisation de travail et aux relations de travail. Bon, oui, c'est venu un peu tard, mais ça doit dater de 2018 ou par là, et voilà. Et
sur cette question, sur la question de la santé mentale en milieu hospitalier, alors encore une fois, pardon, parce que là on va se centrer sur le milieu hospitalier et c'est oublier un peu, là on a à peu près pas de données, je veux dire, ce que sont les autres exercices, j'allais dire de la médecine, que ce soit en médecine libérale, en infirmier libéral ou autre, qui posent encore une fois d'autres types de questions là-dessus, mais ce qui est important, ce qu'on dit, c'est que au global, donc l'étude de la DARES qui date toujours un peu quand ils sortent toujours leur truc ailleurs, c'est qu'on a 31% des actifs au global sur les conditions de travail qui disent qu'ils doivent cacher ou maîtriser leurs émotions au travail. Et donc là c'est population globale, et là c'est beaucoup aussi, bien sûr encore plus peut-être dans les milieux de soins. Autant qui nous disent qu'ils doivent toujours ou souvent se dépêcher. 64% qui nous disent être soumis à un travail intense ou subir des pressions temporelles constantes, et à peu près autant qui nous disent on n'a pas l'autonomie globalement dans notre boulot. Ce que je vous ai pas dit mais que je vous dirai tout à l'heure, c'est bien sûr tout ça vous l'aurez. On va avoir le replay grâce à Jean-Loup, merci, ici présent dans début de semaine prochaine, et aussi les supports et ceux que vous m'aurez nous donner, on vous les mettra aussi en accès. Donc ça c'était au global là-dessus. Sur la santé mentale, là les statistiques sont, j'allais dire, international pour tous les pays dits avancés avec tous les guillemets d'usage. On sait qu'on a entre 15 et 25% ou 15 et 20% de la population générale au travail qui est estimée en problème de santé mentale. Et donc ça, c'est l'OMS qui le dit. Et on sait que le trio, si on peut dire gagnant là-dedans, c'est dépression, anxiété, stress. C'est ce qu'on retrouve globalement dans toutes les études, avec un coût qui est un coût extrêmement important, puisqu'on sait que au moins en France, 25% des arrêts sont sont en lien avec la santé mentale. Juste pour dire là, aux États-Unis, alors les types de déclarations et comme les types de couverture sont pas du tout les mêmes, et qu'il y a d'un certain côté, relativement à la population active, moins de déclarations de pathologie, enfin d'arrêt de travail à deux. Les arrêts sont à 33%. Donc on voit, si vous voulez, l'importance et la prévalence sur tout ça. Voilà, donc en règle générale, ce qu'il faut noter aussi, c'est que on a très peu de données. Notre autre obsession au CERC, c'est les data, les vraies data, c'est-à-dire les data qui sont sur les comportements, pas sur les enquêtes de questions qui sont un peu fugaces comme ça. Alors, on a très peu de données, alors encore une fois, pardon de redire des méchancetés, mais quand vous regardez les données devant lesquelles tout le monde se prosterne et et on a raison, qui sont celles de l'ACNAM, pas du CNAM, mais de l'ACNAM globalement sur l'assurance maladie, donc toute la branche AT-MP, vous savez que le truc il est organisé avec ce qu'on appelle des CTN, et donc qui sont des grands secteurs d'activité, et donc nous, je veux dire aujourd'hui, on s'occupe du CTN-I, donc nous sommes tous des I ici présents. Simplement, donc, et alors là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement amalgamé avec tout le reste, c'est-à-dire avec le travail temporaire, les métiers d'aide, là aussi, qui sont complètement méconnus en France, le nettoyage, tout ça ensemble. Donc, pardon de dire, voilà, notre grande communauté, nous sommes tous des I, et pour ça. En revanche, les I là-dedans sont ceux, oui, c'est totalement paradoxal, mais c'est la réalité, sont ceux de la CNAM et de la branche AT-MP qui ne s'occupent que des salariés du privé. C'est-à-dire qu'en gros, comme on sait que dans ce secteur, c'est 2/3 secteur public, fonction hospitalière publique, 1/3 contrat de type privé, tous les trucs sur lesquels tout le monde glose, pour l'instant, n'ont trait que au tiers. Donc c'est alors oui, je vous le redis parce que à chaque fois je voudrais bien qu'on est là. Alors il paraît qu'on va en avoir certains grâce d'ailleurs à une de nos copines. Si vous restez cet après-midi, vous l'entendrez, et parce que je lui posais la question de qu'est-ce qu'il en est de la fonction hospitalière et de la fonction des fonctions publiques, notamment territoriales. Elle m'a dit qu'elle avait réussi à les avoir pour les femmes. Alors bon, donc pardon encore une fois d'excessisme, mais on aura bientôt d'autres et de nouveaux trucs. Voilà. Et donc pour ça, voilà, 60% des arrêts de travail femmes seraient liés à des contraintes de travail. Ça, c'est j'allais dire le retravail par l'ANACT de l'analyse comment dire
des grandes pathologies du travail déclarées. Et donc on voit là, juste pour situer là-dedans, que, alors là, comme elle a voulu inverser les choses, et elle a raison, c'est la colonne rouge, c'est pas la colonne rouge rose, c'est pas la colonne bleue, et donc on voit bien que les épisodes dépressifs, il y a qu'à regarder globalement les barres, globalement là-bas, les barres rouges les plus longues, c'est le dépressif, c'est, d'ailleurs il y a aussi des eczémas, enfin c'est autre chose sur des activités de grade, et les TMS. On le reverra, donc tout ça je vous le redonnerai, et dire, pour ceux qui veulent venir cet après-midi, Florence va nous regarder tout ça, Florence Chaper, voilà. Et donc l'autre étude, encore une fois, de l'adresse qui date un peu, elle nous rappelle que plus d'un quart des personnes qui travaillent à l'hôpital déclarent avoir besoin d'aide pour les difficultés psychologiques. Et pour en rajouter une couche, une autre étude qui n'est pas celle de l'adresse montre que, en tout cas en France, mais non, c'est la même chose aux États-Unis, les femmes ont une particulière pudeur ou réticence à exprimer, j'allais dire, dans des milieux classiques, c'est-à-dire ou avec leurs collègues, encore plus avec leur hiérarchie, mais même autrement, à expliquer leurs difficultés. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir regarder, voilà. Donc ça, on vous laissera, et encore une fois, ça ne veut pas avancer, voilà. Et donc, on va en venir, si vous voulez bien, à nos témoignages. Donc, deux dynamiques exemplaires animées par des femmes, du sexisme de la remarque. Et voilà. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, en gros, un peu les questions, c'est quels enjeux concrets pour votre établissement, à la fois votre établissement, les soignants, les soignants, les employeurs, en gros, parce qu'il y a une question d'attractivité très importante. Vous, j'allais dire, à mi-2024, là maintenant, quel diagnostic vous posez là-dessus sur cette évolution, comment vous le voyez, et puis quelles actions, quels programmes vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Et donc, parole, si vous voulez bien, maintenant à vous les micros, à Carline Amiel et Sabrine Berada sur le centre de prévention et travail, donc monté au sein de l'hôpital Foch, avec les initiales que vous voyez là. C'est un peu plus que seulement l'abri, l'ILR, ce bidule, l'ILR, c'est l'Institut Line Renault. Voilà. Parole est à vous. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci Anne-Marie de votre invitation. C'est la deuxième année qu'on se retrouve à Préventica pour parler du centre prévention et travail. Et voilà, on va essayer de vous montrer en application concrète ce que Sabrine et moi, vous m'entendez tous, on a réussi à mettre en place. Donc moi, je suis le docteur Carline Amiel, médecin du travail de formation, 20 ans d'assistance publique des hôpitaux de Paris. Puis ensuite, j'ai rejoint l'hôpital Foch, qui est un ESPIC. J'ai entraîné Sabrine avec moi dans l'aventure de l'hôpital Foch. Et c'est grâce à elle que le centre prévention et travail a pu voir le jour, en tout cas a pu ouvrir ses portes le 27 mars de l'année dernière. Et tout ça grâce à une grosse implication sur le terrain. On est des professionnels qui tournons beaucoup dans l'hôpital, donc on a une activité exclusivement hospitalière et Sabrine va vous le raconter mieux que moi. Ce centre est vraiment né du terrain. Donc moi je suis chef du département travail et santé, donc je m'occupe avec elle du service de santé au travail et on s'occupe aussi toutes les deux du centre prévention et travail qui a sa particularité qu'on va vous décrire. Donc je te laisse la parole pour la genèse et l'aventure. Merci. Alors, je vais me décrire un petit peu avant pour comprendre un peu comment est sorti de notre tête le centre prévention et travail et après pour vous le décrire et vous donner quelques chiffres, vraiment le terrain. Alors moi, je suis psychologue du travail des organisations de base et puis avec le centre, je suis devenue directrice de ce centre parce qu'on voulait garder un peu la main sur ce que l'on a pu faire. Alors, durant la période Covid, le monde hospitalier a été durement frappé. Donc les premières vagues, ça allait parce qu'il y avait ce côté adrénaline, cohésion d'équipe, on faisait face. Et puis les vagues successives faisaient que fatigue, lassitude, on a commencé à avoir des troubles du sommeil, troubles alimentaires, donc des services, notamment les soins techniques, réanimation, le bloc opérateur qui est devenu de la réa, la salle de réveil, où les salariés perdaient beaucoup de poids. À l'inverse, d'autres services où les salariés prenaient du poids. Ils étaient agacés, on avait des collectifs de travail qui s'érodaient, beaucoup de conflits, et puis on commençait à avoir des traumas. L'exemple que je donne souvent, c'est
la fermeture éclair quand vous fermez votre blouson, le bruit. Quand j'ai reçu une salariée en consultation, elle, c'était les housses mortuaires. La première et la deuxième, parce qu'à l'époque, sur tous les défunts décédés du Covid, c'était 2 housses mortuaires. Et on se dit, alors, le service santé au travail était devenu en fait un centre de dépistage, PCR. Voilà, je l'appelais médecin des cotons-tiges. On ne faisait que ça, et donc moi, plus de consultation dans mon bureau, j'allais sur le terrain. Donc vous voyez, on est encore en basket, on les garde, et donc c'est 2300 salariés à l'hôpital Foch, et on allait voir tous les services, tous les salariés, de jour comme de nuit. Bon, j'ai pour habitude de donner des chocolats et des bonbons, ce qui n'est pas mon côté nutrition, mais je dis que c'est d'abord le moral. Et du coup, j'échangeais avec eux, on gardait le contact, on crée du lien. Ça, c'est important pour vous, pour le mettre sur le terrain. La confiance. Quand vous avez la confiance des équipes, des professionnels, ils vous racontent tout. Ils vous montrent déjà, il faut s'intéresser au métier. Donc, quand on s'intéresse là-dessus, on se dit, mais il y a quelque chose à faire. Moi, cadre, j'avais pas le temps de faire mes lunettes. J'avais pas le temps d'aller voir le dermato. Et en échangeant avec les salariés, je me dis qu'en fait, mon petit cas, en fait, était similaire. Simplement, eux, ou plutôt elles, parce qu'en grande majorité, le monde hospitalier, ce sont des femmes, mais c'est équivalent aussi pour les hommes à l'hôpital, ne prenaient pas soin d'eux. Parce qu'il y a les contraintes organisationnelles, avant tout. Quand vous prenez... alors nous, on est en Île-de-France. Donc on se dit que sur l'offre de soins, on est plutôt bien doté. Mais quand vous allez voir un dermatologue, vous avez un rendez-vous dans 6 mois, 9 mois. Simplement, vous n'avez pas les plannings. Quand vous êtes un soignant, vous n'avez pas votre planning. 6 mois, 9 mois. Et avec les contraintes organisationnelles et le turnover, avec le sous-effectif, vous devez tout le temps réadapter. Donc en fait, les personnes annulent les rendez-vous. Et généralement, on prend le rendez-vous, d'ailleurs c'est très français, quand on est malade. On n'est jamais sur de la prévention primaire. On ne dit pas, je vais faire un check-up. Et les personnes que l'on a privilégient leur vie de famille, c'est-à-dire, je vais chez le médecin que pour mon enfant, pas pour moi. Quand la consultation médicale, du coup, plutôt le docteur Amiel, dernier frottis, dernière visite chez un gynéco. Alors là. Donc on se dit là, il y a vraiment une fenêtre de tir à jouer post-Covid. Parce que durant le Covid, on a mis plein de choses en place, mais de manière très éphémère, de la réalité virtuelle, de l'archerie TAC, c'est des arcs et des flèches pour le côté collectif de travail. Mais il fallait aller plus loin. Et là, on se dit, mais en fait, sur le volet santé, il y a quelque chose à faire. En échangeant avec les salariés, toujours le terrain, on a cette problématique de confidentialité. Je vais pas... on se dit pourtant, on est dans un hôpital, à Foch, en plus, on a une offre de soins extrêmement large. Pourquoi on va pas chez l'ophtalmo à Foch Foch, c'est l'hôpital. Non, je vais pas voir mon collègue, en fait. Et ça, c'est que le côté ophtalmo. Alors, sur le côté gynéco, vous doutez bien que la contrainte est bien plus complexe. Et là, on se dit... Il y a un truc, donc... la boutette que je fais tout le temps, c'est... je vais dans le bureau de ma DGA. Il y a le DG, Jacques L'Église. Il me dit, Sabrine, est-ce que vous avez une idée? Je dis, ouais, là, j'ai une idée. Post-Covid, là, j'ai une idée, mais qui coûtera plus cher que ce qu'on a pu mettre en place. Plus cher que les bonbons, plus cher que les pop-corn, que l'archerie TAG, la réalité virtuelle. Mais il y a un truc. Il me dit, ok, dites-moi. Donc, je dis, un mini-hôpital dans l'hôpital. Il me dit, ah ouais, ok, faites-moi un business plan. On part comme ça, l'été, on se dit, business plan, moi je suis psy du travail, médecin du travail. Je tape sur internet business plan, je vois des trucs, je me dis, c'est quoi tous ces chiffres? Comment on les calcule? Et à la rentrée, on donne quelque chose qui a rien à voir, il me dit, ouais, ça c'est une idée. Donc nous, on est un peu blessés, parce qu'on a bossé tout l'été dessus, et ce qui était vrai, c'était qu'une idée. Et on nous a aidés, et en fait, le centre prévention et travail, c'est alors un mini-hôpital, c'est à proximité de l'hôpital, on n'a pas voulu le faire dans l'hôpital, justement, donc c'est à 5 minutes à pied. Et les salariés vont dans ce lieu spécifique. Et donc voilà, on a alors c'est 3 typologies. On a des consultations, des ateliers et un volet recherche et tout ce qui est start-up, en tout cas un volet recherche et nouveaux équipements avec les start-up que l'on est en train de mettre en place. Donc là, notamment avec le volet ESSEC, où il y a une pépinière. Sur les consultations, on se dit, on va faire quelque chose qui est de la tête aux pieds.
Alors la tête pour nous, bah, c'est pas la neuro, parce qu'on est sur la prévention primaire. On se dit que les nôtres quand même ont tout bien en place, savent lire l'heure, ça devrait aller. Alors du coup, on est plutôt sur le côté ophtalmo, un bilan visuel, parce qu'on a, quelle que soit la fonction, ils sont tous derrière un ordinateur. Une aide-soignante, un infirmier. Derrière l'ergotron, c'est le côté administratif. Nos administratifs, pour le coup, ils sont toujours derrière je vais me dépêcher. Donc voilà, on se dit, il y a vraiment une problématique. Et puis si moi, j'ai pas réussi, j'avais une prescription médicale, j'avais ma presse, mais j'ai pas pu faire mes lunettes, et donc elle était plus valable. Je me dis, mais les autres, c'est la même chose. Donc on a du coup un orthoptiste pour tout ce qui est bilan visuel. On a un médecin qui fait 3 typologies, du dépistage cutané pour tout ce qui est grain de beauté. Et si je peux me permettre, plus sur le mental, sur ce qui est plus alors sur le mental, les spécificités plus mentales, je dirais à la fois du côté de la demande, je dirais en gros ce qui vous a dû vous pousser aussi à monter globalement à monter des choses, et puis sur l'intégration, je dirais globalement Caroline aussi de votre côté, sur l'ensemble et notamment sur le plan je dirais des répercussions management, organisation et besoin de ce côté-là. Alors sur l'importance de ces activités, c'est qu'aujourd'hui quand vous parlez de santé mentale, est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va, mais sans plus. Mais dites-moi plus. On n'a pas. Et en fait, ça, c'est une porte d'entrée. Quand vous commencez à toucher un soignant, pour nous, ce sont des hospitaliers, même la secrétaire administrative, quand on commence à toucher la personne, à s'occuper d'elle, mais sur son corps, et qu'on commence à lui dire après, c'est ce que je vous disais, la confiance, comment vous allez, comment ça se passe, est-ce que vous dormez bien? Là, on a une porte d'entrée, pareil, cette petite brèche qui nous permet d'accéder au côté psychique. Et moi, je l'ai vécu parce que ça fait 8 ans maintenant que je travaille sur l'établissement. Je dis pas, venez voir la psy du travail. Venez, on va prendre un café. Et là, on commence à parler, en échange, et on se livre. Parce que quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, il est jamais malade. Il est pas malade, il va bien. Alors quand on est sur le côté psychique, c'est encore plus dur. Je vous parlais tout à l'heure des ateliers. On a 2 types d'ateliers sur le volet psy. Les troubles du sommeil, notamment avec le réseau Morphée, et le vécu au travail. Donc là, la particularité que l'on a mis en place sur le centre prévention et travail, c'est que c'est ouvert à tous. Et l'intérêt, contrairement à ce que je fais moi sur le terrain dans l'hôpital avec le volet santé au travail, c'est que là, c'est des services qui se rencontrent. C'est l'infirmière de neuro qui va avec le médecin réa, et ensemble peuvent parler de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, puisqu'ils n'ont pas vécu la même situation, mais avec la même charge émotionnelle. Ah, il y a eu un décès, ok, moi aussi j'ai vécu un décès, je comprends ce que tu as vécu. Et c'est ce partage de vécu. Et ça, on peut le voir alors, pour mon côté terrain, quand j'interviens dans les services, quand je réorganise des services, parce que ça part de ça, mon job initial, c'est ça, c'est psy du travail, donc je m'occupe des salariés et des réorganisations de services quand ça se passe mal, quand il y a un sous-effectif, un turnover important, que je vais comprendre. Et donc on fait ce qu'on appelle des groupes de parole, mais là dans le service où on a une problématique, et l'important c'est que chacun puisse parler, alors toujours avec le je, j'ai le sentiment, je ressens, et qu'il est partagé. Et donc là, on enlève ce côté, ce volet solitude, où on a l'impression d'être tout seul avec cette problématique. On le partage. Et on voit qu'on n'est pas seul à partager une détresse. Je donne la parole, si tu veux, là-dessus. Alors après, juste peut-être pour compléter en disant la correspondance entre le service de santé au travail et le centre prévention et travail. En santé au travail, on a de la réglementation, c'est de la consultation individuelle, que ce soit avec le psychologue du travail et les organisations, le médecin du travail. On s'occupe d'une personne. Et effectivement, il faut gratter un peu, il faut gagner sa confiance, il faut comprendre les problématiques de terrain pour ensuite faire ce que j'appelle, entre guillemets, cette alliance thérapeutique pour pouvoir accompagner le salarié dans cette situation complexe et essayer de lui apporter une alternative. Sabrine occupe beaucoup le terrain par rapport à ça, donc elle réunit ses composantes. Et moi, dans le cadre de la consultation, bien évidemment, quand il y a une problématique de santé où le salarié n'est pas en capacité de travailler, il est out pendant quelques temps. Et ensuite, la réintégration au travail se fait avec ce volet psychologique pour voir si on peut continuer ou pas à exercer dans le même environnement. Est-ce qu'on change de service? Bon, tout ça, c'est de la santé au travail pure. La particularité du centre avec les ateliers, c'est que là, vous n'êtes plus sur de l'individuel
individuel, mais vous réunissez des personnes avec une composante similaire. Et l'objectif, c'était aussi de les sortir de l'hôpital et de les mettre dans un environnement qui ne ressemble pas à l'hôpital, qui ne ressemble pas à leur service. Là, on n'a pas de photo, mais vous irez sur Internet, si vous êtes un peu curieux, vous regarderez un petit peu le côté déco du centre. Et en fait, on a voulu faire en sorte que le salarié soit comme à la maison. Alors, on a un côté déco. Sabrine a choisi une vraie pompe à essence dans la salle d'attente. On ouvre la pompe à essence, on va se chercher un jus de fruits. Enfin, voilà, on est dans un environnement, et ça, on l'a vécu pendant le Covid, où on a besoin que les salariés soient sortis de leur contexte de travail et voient autre chose pendant 20 minutes, une demi-heure. Et avec ce premier lien de confiance, on les accompagne sur une prise en charge, pour le coup, qui est collective pour nous, puisqu'on les accompagne ensemble, mais avec un objectif commun, c'est de s'occuper du salarié en tant qu'entité, parce que le reste du temps, il s'oublie, et si on n'est pas là pour essayer de le rattraper un tout petit peu, et surtout de tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne se prenne le mur. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est souvent ce qu'on dit en consultation. Notre objectif, c'est de leur faire comprendre avec notre regard extérieur à quel moment il faut être en capacité de s'arrêter, à quel moment on peut être là pour les accompagner, toutes les deux avec nos spécificités, pour justement leur permettre de continuer leur activité professionnelle de la manière la plus épanouissante possible. L'objectif, c'est quand on se lève le matin, c'est d'être quand même content de faire ce qu'on fait. Ce métier, on le choisit par vocation, et dans notre idée, alors c'est peut-être un peu un idéal pour nous, mais c'est de se dire, on essaye d'enlever le maximum de contraintes acceptables aujourd'hui pour continuer de venir en aide à ces patients qu'on a choisis parce qu'on est là pour eux au quotidien. Donc voilà, c'était juste la petite complémentarité que je voulais ajouter, et avec la particularité du centre et de ses ateliers. Une question encore un peu complémentaire pour l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, enfin dans le sens que vous voulez, j'allais dire, peut-être, Karine, vu du côté, j'allais dire, de l'organisation elle-même, c'est-à-dire du bénéfice, si on peut dire, apporté, ou du besoin aussi, apporté à l'organisation, parce que c'est pas tombé du ciel. Alors, ils ont la chance, je cafte pendant qu'ils sont pas là, mais d'avoir effectivement deux patrons, aussi bien Jacques Léglise que Florian de Dedensen, qui sont les deux très centrés sur l'avenir, et autres, et qui vous ont fait confiance, parce que c'est vrai que c'était un pari complet, votre bidule, et que ça marche bien, et donc bravo. Là, vu de l'autre côté, et du côté, j'allais dire, de tous les ennuis, ou les difficultés, ou les défis de fonctionnement, à la fois au quotidien et stratégique que vous avez, voilà, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi c'est... Alors, c'est vrai que la direction générale est importante, on le sait, hein, dans les établissements dans lesquels on travaille. Quand on est porté par une DG qui nous fait confiance, qui nous accompagne, qui nous donne les moyens de le faire, forcément, c'est plus simple que si on a un directeur qui est un peu en opposition avec ce qu'on fait. Nous, on a mis en place plein de choses pendant le Covid, et on nous a fait confiance parce que les directions se sont rendues compte que ça avait fonctionné, qu'on avait l'adhésion des salariés et que ça marchait plutôt bien. On a eu carte blanche, hein, pour la création du centre, clairement. Et aujourd'hui, on occupe le terrain. Sabrine occupe plus le terrain que moi. Sabrine est en contact avec tous les cadres de l'établissement, les cadres sub, tous les directeurs. Et forcément, dès qu'il y a une problématique qui est repérée, elle a déjà tissé ce lien, cet échange, et elle monte au créneau. Enfin, je veux dire, elle organise des échanges individuels. Enfin, elle va en parler mieux que moi. Après, sur chaque problématique, on a des particularités. Quand on a un salarié qui vient nous rapporter un événement particulier, eh ben, à nous de se saisir. Est-ce que c'est le cadre qu'on va voir directement? Est-ce que c'est directement la direction générale? En fonction des situations, on se saisit de la difficulté, et puis ensuite, on fait notre job. Alors, il faut aussi être le conseil de l'encadrement. Parce qu'on voit que les difficultés d'encadrement se répercutent sur le collectif de travail et sur l'individu. Le collectif de travail, quand on travaille dans le milieu hospitalier, c'est essentiel. Le soutien social, c'est essentiel. Les gens viennent travailler, alors que c'est dur, il y a des contraintes organisationnelles, des contraintes physiques, psychologiques. Travailler avec des patients, c'est compliqué, c'est difficile. Si vous n'avez pas de soutien social, le collectif, 12 heures, c'est très long. Donc on travaille avec l'encadrement. Quand on voit qu'il y a une vraie problématique de collectif de travail qui s'étend à plus qu'une personne, on va voir le cadre et on va pas l'incriminer parce que ça ne fonctionne pas. On va le voir, et moi je dis que j'ai une petite boîte à outils et on teste ensemble. On essaye, on voit. On fait des réunions avec les équipes, alors l'équipe paramédicale et administrative, l'équipe ensuite paramédicale, médicale et administrative. On ouvre petit à petit. Et en fait, il faut pareil, la confiance. Si vous avez la confiance du cadre, je vous assure que derrière, vous pouvez réorganiser un service et vous pouvez mettre des choses en place. Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, on réadapte. Et puis, on donne des tips à l'encadrement. Il y a une manière de parler, la considération, la valorisation.
C'est important quand on travaille dans le care. On va donner, voilà, des fois c'est des manières de se comporter, savoir-être, savoir-faire. Merci, bravo à toutes les deux. On reviendra peut-être, si vous voulez bien, tout à l'heure sur le débat justement de l'interaction entre les deux, parce qu'on peut pas séparer finalement l'organisation de la personne qui travaille et dans laquelle ça travaille. Alors voilà, donc on avait un exemple, et ce qu'on veut illustrer nous dans nos UX forums, c'est qu'il n'y a pas un exemple, il y a des exemples et des pratiques de terrain qu'on peut pas cloner, calquer un truc en se disant tiens je vais faire la même chose chez moi, c'est globalement pas possible. En revanche on peut s'inspirer des bonnes orientations, des bonnes pratiques, et aussi quelquefois des difficultés et des défis, et donc ça va être à Magali, Dr Magali Brian, donc qui un itinéraire un peu spécifique, et qui fait que vous êtes tombé aussi dans ce qu'étaient les questions d'aide et de soutien psychologique à la fois aux salariés, j'allais dire globalement des deux côtés, de façon tout à fait importante. Donc Magali s'occupe dirige pilote l'hôpital de jour psychiatrique sur la dimension psy de la clinique Mon Repos et Cully, et elle est aussi au sein du groupe Ramsay Santé, directrice en charge de la santé et de la dictologie. Alors pas directrice, bon enfin on s'en fout. C'est une belle promotion là, pas grave. Pardon. Enfin bref, pilote comme ça, pilote. Ce qui compte, comme dirait l'autre, ce qui compte c'est les rôles, c'est pas les fonctions. Donc voilà, Magali, c'est à vous. Pour reprendre les termes, j'accompagne la direction de la santé mentale du groupe Ramsay sur ces problématiques-là, justement. Merci de cette introduction. Je vais reprendre un petit peu mon parcours, parce que c'est vrai qu'il peut expliquer pourquoi je suis arrivée là. Je ne voudrais pas trop monopoliser la parole là-dessus, mais vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai commencé un internat d'anesthésie-réanimation il y a bien longtemps de ça. J'ai vécu des choses un peu compliquées, et je suis donc allée voir mon médecin du travail du CHU à l'époque pour qu'il m'aide, et il m'a tellement bien aidé que je suis restée et que j'ai pris ce qu'on appelle un droit au remords pour devenir médecin du travail. Donc j'ai fait une première partie de mon parcours comme médecin du travail du personnel hospitalier dans un CHU, et puis j'ai eu envie après, parce que c'est vrai qu'en santé au travail, du personnel hospitalier, on a quand même beaucoup de problématiques de santé mentale, ou en tout cas c'était peut-être ce qui m'intéressait, je sais pas. Donc j'ai bifurqué, j'ai repris un cursus pour devenir psychiatre et addictologue. Et puis je m'étais dit, une fois qu'on reprend un cursus, on repart à l'hôpital psychiatrique, et puis là on s'occupe de traiter les schizophrénies, les troubles bipolaires, et j'ai fait une partie de ma carrière dans ce domaine. Et après être passée donc à l'hôpital psychiatrique en ESPIC, je me suis installée en libéral dans une clinique, la clinique donc Mon Repos, qui est située à Écully, qui est en banlieue nord de Lyon, une clinique du groupe Ramsay. Et donc à ce moment-là, j'ai pris le poste de médecin coordinateur de l'hôpital de jour, et à l'époque, c'était un hôpital de jour de ce qu'on appelle la pathologie duel. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, c'est-à-dire l'association de troubles d'addicto et de troubles psychiatriques. Et là, je crois que la première partie de mon parcours m'a rattrapée. Parce que quand je suis arrivée en 2015, donc avant la crise sanitaire, sur cet hôpital de jour, la première chose qui m'a frappée, c'était la surreprésentation de soignants. Alors au sens large du terme soignant, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, parce que je crois, comme vous l'avez dit, que toute la chaîne est impliquée et toute la chaîne vit la même chose. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment fortement surprise d'avoir une telle représentation de soignants sur notre hôpital de jour. Je crois que ça a fait appel à d'anciens réflexes de me dire, bon voilà, pourquoi ces professions? J'ai beaucoup réfléchi, je me suis rapprochée d'autres personnes qui réfléchissaient déjà sur le sujet, même si on n'était pas beaucoup, je pense à l'association SPS, voilà. Et puis, la première chose qu'on a comprise, j'ai envie de dire, c'est qu'il y avait ce problème. Les gens arrivaient tardivement, étaient surreprésentés. Donc ils arrivaient tardivement, ils étaient dans des états vraiment cliniques très dégradés parce qu'ils attendaient très longtemps. Vous l'avez évoqué, la peur de la stigmatisation, le fait pour être un bon soignant, on doit aller bien, enfin bon, tout ce que vous connaissez.
Et en fait, ça, je crois que c'est un déterminant important. L'autre déterminant, c'est, enfin non, ça c'était l'un des, excusez-moi, des déterminants importants. Donc en fait, nous, on a réfléchi. On s'est dit comment on peut faire pour que déjà ils viennent plus facilement, et en venant plus facilement, finalement, qu'on puisse les toucher et les aider à un moment où leur situation est moins dégradée. Parce que au départ, les soignants qui étaient là, finalement, on n'arrivait jamais à les faire repartir vers le travail. On était vraiment dans des choses d'intensité très sévère, et ça me paraissait pas acceptable. Et donc, on a commencé à réfléchir. On s'est dit bon, ben s'ils viennent tardivement, pourquoi? C'était 2015. 2015, c'était aussi la première étude de l'association SPS qui avait interrogé des médecins, exclusivement des médecins. Et là, les médecins disent... Une seconde, pour faire pas de la pub, mais quand même, l'association SPS, qui est une association que vous connaissez peut-être, qui est... nous avons la vice-présidente ici présente, je pense pas que Catherine Canlibert soit là, mais qui en est la présidente, et on a 40, je crois que c'est 40 entités avec une ligne verte ouverte, et à la fois des ateliers et autres centrés justement sur toute la chaîne des soignants. Et Catherine, qui est pas là maintenant, m'indiquait bien, Anne-Marie, à quoi il faut faire attention. Catherine est sur le congrès, elle a un stand. Voilà, était donc filée, allez la voir. Elle insistait bien justement sur le fait que on n'est pas sur le 1,5 million répertorié par le ministère de la Santé comme étant les soignants officiellement patentés avec un coup de tampon et tout, mais que globalement l'ensemble de ceux qui sont de celles et ceux qui sont tout autour sont tout autant appliqués, parce que je dirais aussi bien dans l'efficacité du soin, j'allais dire pour le patient, la qualité du soin de tous est vraiment importante. Enfin, je sais pas, moi, pour avoir vécu quasiment 4 ans à l'hosto en allant sur le total, je sais bien à quel point c'est important, et pas seulement les officiels, mais aussi de leur côté. Donc ils ont exactement le même type j'allais dire de problématiques que les autres. Donc merci de le dire. Oui, donc cette première étude montrait que les médecins accepteraient de se faire soigner à condition qu'ils soient soignés loin de leur lieu d'exercice, parce qu'ils avaient vraiment la crainte de rencontrer leurs propres patients dans les établissements où ils les adressaient. Alors d'ailleurs, l'association SPS, en association avec le groupe Ramsay Santé, à ce moment-là, a ouvert une clinique qui est près de Mâcon et qui ne reçoit que des professionnels de la santé en hospitalisation. Et puis, donc on a donc, comme je disais, travaillé à rendre plus facilement accessible ce soin. C'est-à-dire que les gens viennent, ils n'ont pas besoin d'être adressés par un médecin traitant, parce que souvent ils en ont pas. Ils n'ont pas besoin de prévoir. Il y a pas de délai. En fait, nous, on a communiqué en disant, si vous nous appelez, si un collègue nous appelle pour vous, nous on rappelle dans les 48 heures et on évalue la situation et on donne un rendez-vous très rapidement. Donc au départ, on est vraiment parti de ce constat. Il faut faciliter l'accès aux soins. Il faut le rendre plus facile pour ces soignants. Et puis petit à petit, quand même, on s'est rendu compte aussi que il n'y avait pas que ça. Il n'y a pas que cette question de l'accès aux soins. Certes, c'est très important, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des besoins vraiment spécifiques en termes de santé mentale chez les soignants. Donc, au fil du temps, parce que maintenant, notre unité, elle a ouvert en 2018, c'est un hôpital de jour. Depuis 2018, on essaye d'affiner et d'approfondir, de travailler la connaissance autour des besoins spécifiques des soignants. Quels sont-ils? Alors, on remarque avec nos patients accueillis qu'on a des profils quand même. Alors, voilà. Alors, je le dis, je le répète souvent quand je communique, c'est très important. Il ne faut pas penser uniquement cette problématique en termes individuels. C'est bien sûr l'association entre une exposition professionnelle, entre une organisation professionnelle et des composantes individuelles. Il y a une étude qui était sortie en 2016 de Jean-Pierre Ollier, psychiatre, et de Légeron, que vous connaissez, j'imagine, qui montrait que c'était à peu près la responsabilité au niveau des troubles de santé mentale, c'était à peu près du 50-50. 50% liés à l'organisationnel et aux contraintes professionnelles, 50% liés à certaines prédispositions individuelles. Moi je suis psychiatre, donc je m'intéresse moins à l'organisation. Alors c'est pas vrai, je ne m'y intéresse pas moins, mais j'interagis moins avec l'organisation de travail. Mais en revanche, je travaille davantage sur la dimension individuelle. Et donc sur cette dimension individuelle, on a observé qu'il y avait des caractéristiques communes. En fait, je vous l'ai pas dit, mais on a développé cette unité en très grande
collaboration avec les médecins du travail de la région lyonnaise. Et alors Lyon étant le Rhône étant un tout petit département, on travaille beaucoup avec les départements limitrophes. Et donc avec ces médecins du travail, on est en train de monter une étude en ce moment, on l'a montée, on est en train de la réaliser pour essayer de regarder s'il y a des caractéristiques psychologiques, s'il y a des déterminants psychologiques spécifiques chez nos soignants par rapport à d'autres populations, par exemple en burn-out, des populations non soignantes. On est en train de travailler ensemble. Cette collaboration entre médecins du travail et secteur de psychiatrie est très intéressante parce qu'on intervient chacun sur nos domaines de compétences à des temps différents. Les médecins du travail en amont, au retour à l'emploi aussi, parce que notre objectif c'est de permettre aux gens de retourner dans leur emploi. Voilà, quand ils arrivent chez nous, ils sont en arrêt de travail, mais l'idée c'est pas de les désocialiser, c'est vraiment de les ramener au travail. Donc voilà. Donc nous, au fil du temps, on essaye de travailler sur ces déterminants. Alors l'intérêt est double à mon avis. Le premier intérêt pour nous en tant qu'intervenant et en tant qu'offreur de soins, eh bien c'est de pouvoir proposer un soin le plus pertinent possible, le plus ciblé possible. Et comme je le disais tout à l'heure, l'expérience maintenant, parce qu'on est bientôt à 6 ans d'expérience, l'expérience nous montre que ok, il y a cette question de la peur de la stigmatisation, mais qu'il n'y a pas que ça. Il y a, je vous le dis, cette étude est en train d'essayer de le montrer, des déterminants psychologiques particuliers. On ne choisit pas pour rien d'aller faire, je ne sais plus laquelle d'entre vous a parlé de vocation, mais on ne choisit pas pour rien d'aller faire du soin. Ça répond à un besoin de l'individu et ce besoin, il est en lien avec son propre parcours. Et ça, voilà, il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. J'aime bien, là, je suis venue en train, j'écoute des podcasts en train. Alors, j'ai découvert un concept que je ne connaissais pas, mais qui correspond tout à fait à ce que nous, on voit, le people pleasure. Voilà. Et en fait, nous, alors, on appelle pas ça, enfin, moi, j'appelle pas ça comme ça, mais effectivement, il y a, moi, dans ma théorisation, je vais appeler ça plus des schémas précoces, inadaptés, qui vont favoriser l'accès aux soins, mais qui vont aussi favoriser l'épuisement professionnel du soignant. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Je vous disais quoi? Moi, je vous profiter, pardon. Juste, hop, crac. j'ai oublié encore après. Alors, votre idée, puis je vous pose une question après sur si vous pouviez nous prendre un exemple, j'allais dire anonymisé bien sûr, mais d'un patient ou autre que vous trouvez très exemplaire et sur le biais de maintien en emploi et sur le biais, j'allais dire encore une fois, de la relation au travail. Si possible récupérer, mais si ça n'a pas marché, aussi, voilà. Donc, moi, c'est des exemples, pardon, je suis né le jour de Saint-Thomas. Ok, je vais juste terminer. Je disais, pour moi, le deuxième intérêt, c'est aussi de pouvoir reboucler sur la prévention. Parce que si on arrive à repérer des déterminants spécifiques, on pourra proposer des programmes de prévention aussi spécifiques. Voilà, je vais répondre à votre question. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez que je vous cite un exemple de parcours de patient ? Vu du côté à la fois de la personne, hein, donc qui a été en demande chez vous, et vu après du côté de la structure finalement d'où elle est issue et où elle est retournée, voilà, comment ça s'est passé, quels en sont les bénéfices? Oh là là, faut que j'en trouve un parce que j'en ai beaucoup. Donc Amsterdam. Oui, bon, alors, je vais pas citer un cas, je vais faire un petit résumé des cas. C'est vrai que souvent, donc nous, je vous disais tout à l'heure, on reçoit des gens en situation d'épuisement professionnel, souvent compliqués de dépression. On reçoit aussi des troubles de stress post-traumatique, hein, la fermeture, j'en ai eu beaucoup aussi. Voilà. Et donc, on va accueillir ces personnes complètement en vrac, vous imaginez bien, avec une très très grande labilité émotionnelle, enfin bon voilà, des gens qui n'arrivent plus à rien, qui ne peuvent plus travailler. Donc ils vont suivre notre parcours. C'est vrai que dans notre parcours, c'est un parcours par étapes. Donc il y a bien évidemment au départ une étape d'apaisement émotionnel, parce que c'est tout ce que les gens sont en capacité de faire. Par la suite, on va avoir une démarche un petit peu plus psychoéducative. Ça, c'est le deuxième palier de notre parcours, pour que la personne puisse comprendre ce qui lui arrive. Je crois que ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle l'empowerment, hein, redonner la main aux gens sur ce qui leur arrive. Je crois que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, cette démarche psychoéducative, elle est là. Et elle permet aussi aux gens de repérer comment ça s'est passé pour eux.
qu'est-ce qui s'est passé pour eux, comment ils en sont arrivés là, comment il y a eu des interactions entre le professionnel et le personnel. Alors l'exemple que j'aime bien citer, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très très fréquemment, c'est par exemple l'infirmière, c'est le soignant qui va toujours être corvéable à merci, j'ai envie de dire, parce qu'il a besoin de faire plaisir à l'autre, parce qu'il aime le travail bien fait, donc je cite souvent l'exemple de l'infirmière qu'on appelle le dimanche matin. Hein. Moi, je dis toujours, j'ai une cadre de santé dans mon unité qui est extrêmement bienveillante. Mais le dimanche matin, à 6 heures du matin, quand on l'appelle en disant que l'infirmière ne viendra pas, elle prend sa liste de remplaçants et voilà, elle va toujours appeler celle qu'elle sait qui va dire oui, ou celui qui va dire oui. Alors je dis celle parce qu'il y a quand même une belle représentation de femmes dans notre file active. Mais voilà. Et donc, cette personne qui va dire oui, compte tenu de la pénurie de personnel actuellement, elle va être extrêmement sollicitée tous les dimanches matins. Et c'est comme ça qu'on arrive, parce que là je suis un petit peu caricaturale, mais qu'on arrive à des situations d'épuisement professionnel qui, derrière, parce qu'on attend très longtemps, parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit, on n'ose pas aller demander, on n'est pas légitime, on voit tellement de choses plus compliquées, et on arrive à des gens qui arrivent dans des situations de dépression sévère dans notre établissement. Donc on va continuer notre parcours. Il y a 5 étapes dans notre parcours et c'est vrai qu'à la fin on travaille en relation avec les médecins du travail parce que dès qu'on sent que la personne va mieux, commence à repenser travail sans que ce soit trop anxiogène, parce qu'il y a toute une période où on n'en parle même pas tellement c'est anxiogène, à ce moment-là on va donc soit solliciter le médecin du travail, soit aussi travailler avec des associations qui font du coaching pour aider au retour à l'emploi, parce que sur nos statistiques à peu près à la louche, on a un tiers de personnes qui arrêtent leur métier de soignant, un tiers de personnes qui retournent sur leur ancien poste et un tiers de personnes qui gardent qui continuent leur métier de soignant mais sur un autre établissement ou avec un autre mode d'exercice. Voilà. Vous me posiez la question de comment ça se passe après. Alors après, on continue à les suivre parce que je crois que c'est extrêmement important, parce que ce que je dis à mes patients, c'est que effectivement, quand ils retournent au travail, eux, ils ont bougé, eux, ils ont compris comment ils fonctionnaient, ils ont repris du pouvoir d'agir, on va dire en français, sur leur comportement, mais pas leur institution. Et leur institution, elle garde l'idée que c'est eux qu'on peut appeler le matin à 6 heures quand on a besoin d'un remplaçant. Donc en fait, ils ont aussi tout ça à faire bouger. C'est pas simple, mais ça se fait. Et nous, on continue à les voir parce que eux, au départ, ils recommencent exactement de la même façon, souvent. Voilà. Et puis petit à petit, ils se rendent compte, ah ben oui, non, je suis reparti à refaire la même chose. Donc on fait marche arrière, on retravaille, et c'est un long travail, ça prend du temps. Ce sont des arrêts prolongés, ce sont des suivis prolongés. À mon avis, ça vient bien parler de l'intérêt de repérer le plus tôt possible, prévenir. Voilà. Détection précoce, anticipation, et très bien. On va... Vous voulez bien, merci, un grand merci Magali, mais on va continuer là-dessus, on va peut-être passer aux questions. Alors si vous voulez en poser, vous me le dites et vous sautez sur le micro, sinon malheureusement je vais encore le garder, parce que moi j'ai plein de questions à vous poser. Qui a envie de, ou avant que ça vous vienne alors, même question, pardon d'être obsédé, aussi côté, j'allais dire, de l'organisation, de la structure, de l'employeur et autres peut-être globalement pour vous. Alors, on a bien compris, moi ce qui me frappe, je veux dire, sur ce que vous dites là, et alors c'est marrant parce que dans un tout autre domaine, hier on était sur les exosquelettes, non pas en prévention primaire, mais en prévention secondaire et tertiaire, c'est-à-dire réintégration à l'emploi, maintien en emploi, inclusion du handicap et autres, et on voit bien des choses qui sont complètement similaires et qui sont l'attention à la personne, à l'individu personnel complètement avant le reste. On voit bien aussi le temps long là-dessus, et que ça se fait pas comme ça, mais il y a cette fois-ci vu de l'autre côté. Donc j'ai bien compris, Magali, que vous étiez plutôt sur la partie individuelle, donc globalement de la personne. J'ai retenu aussi dans ce que vous disiez qu'il y avait un tiers un tiers de vos patients, si on peut dire, qui allaient reprendre leur propre job, que vous les accompagnez individuellement là-dessus. Vous de votre côté aussi, quelle est l'expérience, j'allais dire un peu avec recul, de l'interface que vous pouvez avoir
avec votre organisation pour, si je peux me permettre, et pardon, mais qu'elle tire les enseignements positifs aux uns et aux autres de vos actions, globalement de vos actions à vous et de ce qui est quand même fondamentalement l'évolution des besoins et des attentes, d'ailleurs des attentes au travail des salariés. Voilà, donc qui veut sauter sur le micro? Bon, je continue, je vais vous répondre assez rapidement. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'accompagne la direction de la santé mentale du groupe Ramsay sur ces questions-là, puisqu'on a cette expertise, ils m'ont demandé de les conseiller sur le sujet. Alors, nous avons depuis 3 ans un observatoire avec des questionnaires, des évaluations qui sont faites régulièrement, qui font remonter le vécu des soignants dans les établissements Ramsay. Voilà, et à partir duquel nous essayons de travailler pour amener des améliorations. Nous avons également, donc, suite à notre expérience, proposé qu'il y ait, notamment pendant la crise sanitaire et après la crise sanitaire, la formation des managers. Vous l'avez souligné, je crois, tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'un manager apprenne à manager, oui, mais apprennent aussi à repérer. Alors, je tique un peu sur le mot parce que je pense qu'en management, il n'y a pas que de l'apprentissage théorique. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'expérientiel, de vécu, voilà. Mais voilà, donc les managers sont sensibilisés en tout cas à repérer ces signes de souffrance chez les salariés. Voilà, ça fait bon. Je vais un peu vite. On va revenir en débat là-dessus. Moi, j'aimerais bien revenir, Sabrine, sur ce que vous disiez tout à l'heure, notamment sur vos ateliers, parce que on voit bien. Là, on est complètement dans l'interface entre les deux, c'est-à-dire à la fois le travail et la prise en compte de l'individu, et en même temps la prise en compte de sa structure, puisque là-dedans, dans vos ateliers, se côtoient, j'allais dire, des profils tout à fait différents. Et donc, puis ma question elle est un peu là. Comment est-ce que formellement ou pas, la structure arrive à capitaliser sur ce que vous faites? Alors, je sais bien que vous faites ça depuis 15 mois, donc c'est pas très vieux, mais quand même. Il faut savoir que pour une entreprise, un salarié qui est présent, un salarié qui travaille, un salarié qui évite des conflits avec les patients, des familles de patients ou avec ses collègues, c'est toujours mieux. Le sous-effectif coûte cher pour un établissement. Alors après, c'est le nerf de la guerre. Quand on travaille avec des directions, il faut comprendre... ils n'ont pas forcément le même regard sur nous, alors nous on les appelle les hospitaliers, donc tous ceux qui travaillent à l'hôpital. Donc il faut, c'est le côté argent. Donc dire, miser sur une psy du travail et des organisations, miser sur des ateliers, miser sur la santé mentale. Derrière, c'est un coût financier en moins parce que quelqu'un qui en repère vite, c'est un arrêt qui est plus court qu'un arrêt de plus d'1 an. Parce que on va le sortir, comme a dit Magali, c'est long. Donc on va essayer de repérer rapidement avec le médecin du travail, l'extraire, parce qu'il faut l'extraire à un moment donné du travail, mais sur un arrêt plus court, un accompagnement en parallèle. Donc là, c'est le côté psy-travail, donc on a investi financièrement sur moi, et puis avec un mi-temps thérapeutique et un accompagnement de l'encadrement sur le mi-temps thérapeutique. De comment lui parler, comment faire attention, voilà, de lui dire sur la vie d'aptitude, de pas faire d'astreinte, de pas faire de garde, de pas faire de nuit quand il y a de l'alternance. Voilà, pour essayer moi j'appelle ça la jauge d'énergie, pour cette jauge d'énergie remonte et qu'elle soit pas en dessous du seuil. Donc quand on a, il faut miser là-dessus sur l'encadrement, sur l'aspect financier de nos directions, c'est sous-effectif, ça coûte cher. Les vacataires, ça coûte cher. Donc, misez sur votre personnel. Aujourd'hui, on parle beaucoup de attractivité, fidélisation. D'abord, fidélisons. Parce que, former coûte très cher. Ça c'est un truc qui est tout à fait important. C'est effectivement le côté attractivité, à la fois pour le recrutement, mais aussi pour la fidélisation, parce que le coût de ce qu'on appelle le turnover est très très important globalement là-dedans. Alors un peu, je vais le retourner. Alors vos réactions, pardon, on va revenir. Vos réactions, vos questions à vous, expérience les uns les autres sur ces questions. Soit j'imagine si vous êtes là, comme dirait Magali, c'est pas seulement parce qu'il y avait de la lumière, mais c'est parce que quelque part il y a quelque chose qui vous parle et qui vous parle aussi dans toutes ces questions. Voilà, Christian, ouais, pardon. Je t'apporte mon micro. Alors le micro comme ça pour que je puisse prendre des photos.
Merci, Christian Aliès. Donc, oui, Christian Aliès. Donc, je vais parler de mon expérience un petit peu. Une question liée à mon expérience de directeur à l'ANACT déjà. Et Anne-Marie, simplement, à titre d'information, j'étais sur le stand de la CNRACL tout à l'heure, on a travaillé avec eux. Il y a des données sur la sinistralité dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières. Donc ça peut intéresser les auditeurs. Je crois que la dernière date de 2022 de mémoire, qui permet justement d'avoir quelques éléments sur la sinistralité. Voilà, Florence, je sais qu'elle est là cet après-midi. Bon, là j'interviens plus en tant que conseil aujourd'hui. Et une question, j'étais au congrès à Montpellier, vous y étiez peut-être aussi en tant que médecin du travail il y a quelques semaines. Et moi, ce que j'en ressors, si je devais synthétiser tous les ateliers que j'ai pu faire ou les conférences, c'est qu'il y a un thème quand même majeur qui ressort, c'est la notion de coopération. La notion de coopération au sein des services santé-travail ou au sein des cercles prévention, tout, voilà. Hein. Et ma question, elle est, est-ce qu'il n'y a pas un travail aujourd'hui qui émerge dans les services santé ou dans les services de prévention du monde hospitalier sur c'est quoi le management finalement en lien entre le je et le nous, comme dit Charles Benoît Weizsäcker, hein, avec qui j'étais encore la semaine dernière, qui dit finalement on a le je et le nous à traiter lorsqu'on en est dans le monde hospitalier ou même dans le monde universitaire, hein, puisque j'interviens beaucoup dans le monde universitaire. Donc l'idée, ma question, elle est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une révélation, je dirais, de cette problématique du management dans les services santé-travail internes du monde hospitalier? Voilà, c'est ma question. Merci Christian. Question fort pertinente effectivement et aussi du co-travail entre des lignes qui se sont ignorées pendant longtemps. Encore une fois, pardon, moi pour avoir fréquenté du côté utilisateur, si on peut dire, le monde hospitalier, c'est vrai que ce qu'on qualifiait avant pour, j'allais dire l'ancien régime, pardon, mais qui était la fameuse cascade de mépris entre les différentes lignes. Là, on avait quand même un peu le truc avec, il y a les praticiens hospitaliers et les autres, il y a les infirmières et les autres. Et voilà. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est en train quand même globalement de bouger de façon au moins importante. Et on retrouve le concept que disait Christian de coopération et de collaboration. Votre sentiment, peut-être Carline là-dessus. Alors moi, mon sentiment, j'ai pas de connaissance d'association ou de collaboration. On est peut-être nous dans notre petit monde, toutes les deux, Sabrine et moi. Alors toujours en train de réfléchir, certes, mais le côté management, bien sûr, qu'il émerge depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus gérer des équipes comme on le faisait il y a 20 ans. Moi, je fais toujours le corollaire avec mon début d'exercice à l'AP. Et ce que les salariés me disaient, c'est mais aujourd'hui, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, les équipes, c'est plus comme avant. La manière dont les cadres nous parlent, celles qui étaient en fin de carrière, alors je dis celles, forcément c'était beaucoup de femmes, vivaient en fait la fin de leur expérience professionnelle avec une dimension complètement différente. Et l'arrivée des jeunes générations, alors on parle souvent des générations Y, de la façon de fonctionner d'un État plutôt centré sur l'individu, un petit peu moins sur le collectif, et avec aujourd'hui une génération qui a tendance à plus bouger que nos infirmières d'il y a 20-25 ans qui restaient plutôt fidèles dans leurs organisations. Donc il y a cette dimension-là, et puis clairement le côté fidélisation. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Vous n'arrivez pas à garder des professionnels dans un service et forcément, vous vous remettez en question. Et la manière dont les modes de management aujourd'hui sont remis en question, moi, je le vois sur l'établissement sur lequel on travaille. Il y a beaucoup d'attention de la part de la direction sur justement le management. Et aujourd'hui, tout le monde est formé. Moi, je parle par exemple des médecins dans le cadre du cursus universitaire. Du jour au lendemain, on peut être propulsé sur des métiers de coordination. On nous apprend pas à le faire, on nous apprend pas à manager des équipes. Alors, pour moi, il y a une part d'individu et puis ensuite une part de formation. Et si cette formation n'est pas proposée dans les institutions, on n'apprend pas à le faire. On n'apprend pas à taper sur l'épaule d'une aide-soignante ou à lui dire bonjour en nommant son prénom le matin. Enfin, je veux dire, la reconnaissance, c'est simple. Connaître son équipe, connaître ses entités, savoir mettre en avant ce qu'elle réalise au quotidien, c'est important. Et il y en a qui savent pas le faire. Et Sabrine pourra vous le décrire mieux que moi. Quand on fait pas attention à ses équipes, elles ne restent pas, elles partent.
Merci Carline de redire ça parce que effectivement il y a une partie bien sûr j'allais dire formation formelle, mais ce qu'on voit aussi de plus en plus c'est que un besoin j'allais dire de formation informelle, de ce que disait Christian, de formation coopération et plutôt sous forme quelquefois d'ateliers, il y a d'échanges pour la prise en compte de la personne. Magali, votre expérience à vous de ce côté-là? Moi là je peux pas répondre sur les services de santé au travail puisque je n'y suis pas. Moi je vais juste faire part de notre expérience dans notre équipe à nous, notre équipe de santé mentale dans mon hôpital de jour. Effectivement, nous on s'est posé la question et on a beaucoup travaillé cette question aussi de notre fonctionnement d'équipe parce qu'on s'est rendu compte, on entendait des choses vraiment très très dures, des horreurs de partout des patients qu'on accueillait et on s'est dit mais nous on va bien. Et pourtant, on entend des trucs horribles toute la journée, mais on va bien, on n'a pas de turnover, on n'a pas d'absentéisme. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas plus doué que les autres. Et en fait, on a essayé de modéliser comment on fonctionnait et on s'est rendu compte, parce que nous, on fonctionne d'une façon très transdisciplinaire. Moi, dans mon équipe, l'aide-soignante, elle a la même place que la mienne. Son avis est tout aussi intéressant que le mien. Et donc, j'ai une équipe de psycho, avec une aide-soignante, une art-thérapeute, une orthophoniste. Et en fait, on collabore tous ensemble et on s'auto-forme. Et en fait, on s'est rendu compte que notre fonctionnement, il existait, qu'il avait déjà été modélisé au Canada, voilà. J'en avais pas connaissance en France, mais au Canada ils appellent ça du peer coaching. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on s'est rendu compte que c'est ce qu'on faisait. Et moi, mon retour, c'est que ça fonctionne très très bien. Donc je crois que ça fait partie des choses que moi, en tout cas, en tant qu'accompagnante de la direction de la santé mentale du groupe pour lequel je travaille, j'essaye de mettre en place. On développe des nouvelles unités actuellement et on essaye de mettre en place ce même mode de fonctionnement parce que le retour, c'est que ça fait grandir les équipes, les gens vont bien. On acquiert des compétences ensemble qui nous permettent de travailler ensemble dans la même direction pour le soin. Enfin, voilà, je crois qu'il faut aller explorer un petit peu ce qui existe. Mais ça me fait peur quand vous dites qu'on en est encore à avoir des gens qui ne savent pas dire bonjour à leur aide-soignante. Moi, ça me... Voilà, j'ai quitté ce monde-là et c'est vrai que je crois qu'il faut aller explorer ce qui se fait. Les Canadiens sont très avancés. Pas tous, encore une fois, pas tous. Non, bien sûr. Surtout le Québec. Mais il y a des publications très intéressantes sur ce sujet du management hospitalier, je trouve. On va continuer avec eux. Madame, à vous, je vous vois trépigner. Je voulais vous poser une question. Sur le menton. Ok, comme ça? Comme ça? Moi, je suis médecin du travail dans un hôpital psychiatrique. Je suis jeune médecin, donc j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je trouve très intéressant vos interventions. Effectivement, j'ai vécu un peu les mêmes difficultés surtout en santé mentale où je dois orienter des soignants vers la psychologue, psychiatre. Et donc, comme on est sur la région, le premier hôpital, on a des difficultés à les adresser ailleurs que chez leurs collègues. Donc, votre centre pour la prévention, c'est très intéressant. Et j'avais une question pour vous. Quelles sont les manières dont on peut orienter nos soignants vers votre centre, par exemple? Et là, on a parlé finances. C'est qui finance tous ces soins qui doivent être un frein aussi pour une aide-soignante ou quelqu'un qui n'a pas les moyens pour le faire? Oui. Alors c'est très intéressant votre question. Vous avez Merci raison. de la question. Alors malheureusement, vous avez 2 minutes parce qu'on est en train de me faire signe là-bas qu'il faut qu'on travaille. Sinon on poursuivra après. Mais pour l'orientation, alors pour l'instant, moi, mon centre, c'est un hôpital de jour. Il est à Lyon, donc il faut habiter Lyon ou les environs. On est en train de développer cette offre de soins dans d'autres grandes villes, Marseille, Nantes. Enfin voilà, on essaye petit à petit. Et là, ce qui est vraiment très important, et je crois que c'est fondamental. Où ça? Mais par contre, il y a pas de reste à charge. C'est pris en charge par l'assurance maladie, puisque nous, c'est du soin. Voilà. Dans nos centres, tout est pris en charge par l'assurance maladie et les complémentaires santé pour ce qui est de la prestation d'hôpital de jour. Et les consultations médicales sont toutes en secteur 1. Et ça, je crois que c'est fondamental, effectivement. Merci à vous là-dessus. Alors, oui, comme on m'agite des panneaux, je vais vous demander peut-être à chacune une phrase de conclusion, en commençant par vous, Sabrine Cour.
Hein, voilà, sur ces questions, sur quoi vous avez envie de centrer l'attention, quel conseil vous donneriez, le tout en 10 secondes. Bah, vous l'avez dit, en fait, faire attention à soi, son changement de comportement et le comportement de ses collègues, et orienter vers des spécialistes. Magali, je vais juste poursuivre. Orienter et développer des collaborations. Je vous parlais de nos collaborations avec les acteurs de santé au travail, les médecins G. Enfin, il y a plein de collaborations à développer, et c'est comme ça qu'on pourra parcouriser la prise en charge des soignants. Arline, merci. C'est dur en 10 secondes. Pour mon expérience à moi, c'est l'attention, le sourire. Enfin, moi, je peux pas recevoir quelqu'un en consultation sans ne serait-ce que commencer la phrase en disant bonjour, mais comment vous allez aujourd'hui, même si je ne connais pas la personne. Donc c'est vraiment le focus sur l'autre pour créer cette collaboration, cette communication. Et une fois qu'on a une attention, enfin, les gens vous parlent et vous pouvez les emmener très très loin, même s'ils vont pas bien du tout. Merci, en tout cas, merci à vous tous. Alors nos prochains épisodes, prochaine étape, on aura le replay grâce à Jean-Loup Challa, donc lundi, en fait, début de semaine prochaine, complet. Et puis, si vous nous donnez des munitions, on vous les mettra aussi. Comme vous avez mis votre nom, vous l'aurez aussi. Et puis donc, on va reprendre à la rentrée, et particulièrement avec le CNAM, donc le CNAM à Paris, sur toujours prendre soin des soignants, et avec des axes divers. Donc, on a les urgences et les crises, j'allais dire dans notre besace. On a toujours notre obsession des exosquelettes, encore une fois, parce que la France est très en retard sur ces questions. On a déjà fait des choses, mais heureusement ça bouge, et ça bouge beaucoup, et ça bouge vite. Et puis aussi, on a toutes vos questions, donc vous nous les envoyez, et vous nous dites, voilà, nous on aimerait bien regarder ça plus particulièrement. Vous avez par exemple de votre côté, si je peux me permettre, notre ancien ministre qui est tout à fait intéressé à ces questions. C'est sur la côté urgence. Alors bon, voilà, c'est un truc particulier. Et puis je vais vous demander surtout d'applaudir nos 3 intervenantes. Merci à elles. Et merci à vous tous, et merci à Eric de nous avoir accueillis à Préventica. À bientôt à tous. Merci. Passer, si vous voulez bien, merci, un grand merci Magali, mais on va continuer là-dessus, on va peut-être passer aux questions. Alors si vous voulez en poser, vous me le dites et vous sautez sur le micro, sinon malheureusement je vais encore le garder, parce que moi j'ai plein de questions à vous poser. Qui a envie ou avant que ça vous vienne alors, même question, pardon d'être obsédé, aussi côté, j'allais dire, de l'organisation, de la structure, de l'employeur et autres, peut-être globalement pour vous. Alors, on a bien compris, moi ce qui me frappe, je veux dire, sur ce que vous dites là, et alors c'est marrant parce que dans un tout autre domaine, hier on était sur les exosquelettes, non pas en prévention primaire, mais en prévention secondaire et tertiaire, c'est-à-dire réintégration à l'emploi, maintien en emploi, inclusion du handicap et autres, et on voit bien des choses qui sont complètement similaires et qui sont l'attention à la personne, à l'individu personnel complètement avant le reste. On voit bien aussi le temps long là-dessus, et que ça se fait pas
comme ça, mais il y a cette fois-ci vu de l'autre côté. Donc j'ai bien compris, Magali, que vous étiez plutôt sur la partie individuelle, donc globalement de la personne. J'ai retenu aussi dans ce que vous disiez qu'il y avait un tiers un tiers de vos patients, si on peut dire, qui allaient reprendre leur propre job, que vous les accompagniez individuellement là-dessus. Vous de votre côté aussi, quelle est l'expérience, j'allais dire un peu avec recul, de l'interface que vous pouvez avoir avec votre organisation pour, si je peux me permettre, et pardon, mais qu'elle tire les enseignements positifs aux uns et aux autres de vos actions, globalement de vos actions à vous, et de ce qui est quand même fondamentalement l'évolution des besoins et des attentes, d'ailleurs des attentes au travail des salariés. Voilà, donc qui veut sauter sur le micro? Bon, je continue, je vais vous répondre assez rapidement. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'accompagne la direction de la santé mentale du groupe Ramsay sur ces questions-là, puisqu'on a cette expertise, ils m'ont demandé de les conseiller sur le sujet. Alors, nous avons depuis 3 ans un observatoire avec des questionnaires, des évaluations qui sont faites régulièrement, qui font remonter le vécu des soignants dans les établissements Ramsay. Voilà, et à partir duquel nous essayons de travailler pour amener des améliorations. Nous avons également, donc suite à notre expérience, proposé qu'il y ait notamment pendant la crise sanitaire et après la crise sanitaire, la formation des managers. Vous l'avez souligné, je crois, tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de fondamental, qu'un manager apprenne à manager, oui, mais apprennent aussi à repérer. Alors, je tique un peu sur le mot parce que je pense qu'en management, il n'y a pas que de l'apprentissage théorique. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'expérientiel, de vécu, voilà. Mais voilà, donc les managers sont sensibilisés en tout cas à repérer ces signes de souffrance chez les salariés. Voilà, ça fait bon. Je vais un peu vite. On va revenir en débat là-dessus. Moi, j'aimerais bien revenir, Sabrine, sur ce que vous disiez tout à l'heure, notamment sur vos ateliers, parce que on voit bien. Là, on est complètement dans l'interface entre les deux, c'est-à-dire à la fois le travail et la prise en compte de l'individu, et en même temps la prise en compte de sa structure, puisque là-dedans, dans vos ateliers, se côtoient, j'allais dire, des profils tout à fait différents. Et donc, puis ma question elle est un peu là. Comment est-ce que, formellement ou pas, la structure arrive à capitaliser sur ce que vous faites? Alors, je sais bien que vous faites ça depuis 15 mois, donc c'est pas très vieux, mais quand même. Il faut savoir que pour une entreprise, un salarié qui est présent, un salarié qui travaille, un salarié qui évite des conflits avec les patients, des familles de patients ou avec ses collègues, c'est toujours mieux. Le sous-effectif coûte cher pour un établissement. Alors après, c'est le nerf de la guerre. Quand on travaille avec des directions, il faut comprendre... ils n'ont pas forcément le même regard sur nous, alors nous on les appelle les hospitaliers, donc tous ceux qui travaillent à l'hôpital. Donc il faut, c'est le côté argent. Donc dire, miser sur une psy du travail et des organisations, miser sur des ateliers, miser sur la santé mentale. Derrière, c'est un coût financier en moins parce que quelqu'un qui on repère vite, c'est un arrêt qui est plus court qu'un arrêt de plus d'1 an. Parce que on va le sortir, comme a dit Magali, c'est long. Donc on va essayer de repérer rapidement avec le médecin du travail, l'extraire, parce qu'il faut l'extraire à un moment donné du travail, mais sur un arrêt plus court, un accompagnement en parallèle. Donc là, c'est le côté psy-travail, donc on a investi financièrement sur moi, et puis avec un mi-temps thérapeutique et un accompagnement de l'encadrement sur le mi-temps thérapeutique. De comment lui parler, comment faire attention, voilà, de lui dire sur la vie d'aptitude, de pas faire d'astreinte, de pas faire de garde, de pas faire de nuit quand il y a de l'alternance. Voilà, pour essayer moi j'appelle ça la jauge d'énergie, pour cette jauge d'énergie remonte et qu'elle soit pas en dessous du seuil. Donc quand on a, il faut miser là-dessus sur l'encadrement, sur l'aspect financier de nos directions, c'est sous-effectif, ça coûte cher. Les vacataires, ça coûte cher. Donc, misez sur votre personnel. Aujourd'hui, on parle beaucoup de attractivité, fidélisation. D'abord, fidélisons. Parce que, former coûte très cher. Ça c'est un truc qui est tout à fait important. C'est effectivement le côté attractivité
à la fois pour le recrutement, mais aussi pour la fidélisation, parce que le coût de ce qu'on appelle le turnover est très très important globalement là-dedans. Alors un peu, je vois le retourner. Alors vos réactions, pardon, on va revenir. Hein. Vos réactions, vos questions à vous, expérience, les uns les autres sur ces questions. Soit, j'imagine, si vous êtes là, comme dirait Magali, c'est pas seulement parce qu'il y avait de la lumière, mais c'est parce que quelque part il y a quelque chose qui vous parle et qui vous parle aussi dans toutes ces questions. Voilà, Christian, ouais, pardon. Je t'apporte mon micro. Alors le micro comme ça pour que je puisse prendre des photos. Merci, Christian Aliès. Donc, oui, Christian Aliès. Donc, je vais parler de mon expérience un petit peu. Une question liée à mon expérience de directeur à l'ANACT déjà. Et Anne-Marie, simplement, à titre d'information, j'étais sur le stand de la CNRACL tout à l'heure, on a travaillé avec eux. Il y a des données sur la sinistralité dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières. Donc ça peut intéresser les auditeurs. Je crois que la dernière date de 2022 de mémoire, qui permet justement d'avoir quelques éléments sur la sinistralité. Voilà, Florence, je sais qu'elle est là cet après-midi. Bon, là j'interviens plus en tant que conseil aujourd'hui. Et une question, j'étais au congrès à Montpellier, vous y étiez peut-être aussi en tant que médecin du travail il y a quelques semaines. Et moi, ce que j'en ressors, si je devais synthétiser tous les ateliers que j'ai pu faire ou les conférences, c'est qu'il y a un thème quand même majeur qui ressort, c'est la notion de coopération. La notion de coopération au sein des services santé-travail ou au sein des cercles prévention, tout, voilà. Hein. Et ma question, elle est, est-ce qu'il n'y a pas un travail aujourd'hui qui émerge dans les services santé ou dans les services de prévention du monde hospitalier sur c'est quoi le management finalement en lien entre le je et le nous, comme dit Charles Benoît Weitzig, hein, avec qui j'étais encore la semaine dernière, qui dit finalement on a le je et le nous à traiter lorsqu'on en est dans le monde hospitalier ou même dans le monde universitaire, hein, puisque j'interviens beaucoup dans le monde universitaire. Donc l'idée, ma question, elle est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une révélation, je dirais, de cette problématique du management dans les services santé-travail internes du monde hospitalier? Voilà, c'est ma question. Merci Christian. Question fort pertinente effectivement et aussi du co-travail entre des lignes qui se sont ignorées pendant longtemps. Encore une fois, pardon, moi pour avoir fréquenté du côté utilisateur, si on peut dire, le monde hospitalier, c'est vrai que ce qu'on qualifiait avant pour, j'allais dire l'ancien régime, pardon, mais qui était la fameuse cascade de mépris entre les différentes lignes. Là, on avait quand même un peu le truc avec, il y a les praticiens hospitaliers et les autres, il y a les infirmières et les autres. Et voilà. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est en train quand même globalement de bouger de façon au moins importante. Et on retrouve le concept que disait Christian de coopération et de collaboration. Votre sentiment, peut-être Carline là-dessus. Alors moi, mon sentiment, j'ai pas de connaissance d'association ou de collaboration. On est peut-être nous dans notre petit monde, toutes les deux, Sabrine et moi. Alors toujours en train de réfléchir, certes, mais le côté management, bien sûr, qu'il émerge depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus gérer des équipes comme on le faisait il y a 20 ans. Moi, je fais toujours le corollaire avec mon début d'exercice à l'AP. Et ce que les salariés me disaient, c'est mais aujourd'hui, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, les équipes, c'est plus comme avant. La manière dont les cadres nous parlent, celles qui étaient en fin de carrière, alors je dis celles, forcément c'était beaucoup de femmes, vivaient en fait la fin de leur expérience professionnelle avec une dimension complètement différente. Et l'arrivée des jeunes générations, alors on parle souvent des générations Y, la façon de fonctionner d'un État plutôt centré sur l'individu, un petit peu moins sur le collectif, et avec aujourd'hui une génération qui a tendance à plus bouger que nos infirmières d'il y a 20-25 ans qui restaient plutôt fidèles dans leurs organisations. Donc il y a cette dimension-là, et puis clairement le côté fidélisation. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Vous n'arrivez pas à garder des professionnels dans un service et forcément, vous vous remettez en question. Et la manière dont les modes de management aujourd'hui sont remis en question, moi, je le vois sur l'établissement sur lequel on travaille. Il y a beaucoup d'attention de la part de la direction sur justement le management. Et aujourd'hui, tout le monde est formé. Moi, je parle par exemple des médecins dans le cadre du cursus universitaire.
du jour au lendemain, on peut être propulsé sur des métiers de coordination. On nous apprend pas à le faire, on nous apprend pas à manager des équipes. Alors, pour moi, il y a une part d'individu et puis ensuite une part de formation. Et si cette formation n'est pas proposée dans les institutions, ben, on n'apprend pas à le faire. On n'apprend pas à taper sur l'épaule d'une aide-soignante ou à lui dire bonjour en nommant son prénom le matin. Enfin, je veux dire, la reconnaissance, c'est simple. Hein. Connaître son équipe, connaître ses entités, savoir mettre en avant ce qu'elle réalise au quotidien, c'est important. Et il y en a qui savent pas le faire. Et Sabrine pourra vous le décrire mieux que moi. Quand on fait pas attention à ces équipes, elles ne restent pas, elles partent. Merci Carline de redire ça parce que effectivement il y a une partie bien sûr j'allais dire formation formelle, mais ce qu'on voit aussi de plus en plus c'est que c'est un besoin j'allais dire de formation informelle, de ce que disait Christian, de formation coopération et plutôt sous forme quelquefois d'ateliers, il y a d'échanges pour la prise en compte de la personne. Magali, votre expérience à vous de ce côté-là? Moi là je peux pas répondre sur les services de santé au travail puisque je n'y suis pas. Moi je vais juste faire part de notre expérience dans notre équipe à nous, notre équipe de santé mentale dans mon hôpital de jour. Effectivement, nous, on s'est posé la question et on a beaucoup travaillé cette question aussi de notre fonctionnement d'équipe parce qu'on s'est rendu compte, on entendait j'ai envie de dire, des choses vraiment très très dures, des horreurs de partout des patients qu'on accueillait et on s'est dit, mais nous, on va bien. Et pourtant, on entend des trucs horribles toute la journée, mais on va bien, on n'a pas de turnover, on n'a pas d'absentéisme. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas plus doué que les autres. Et en fait, on a essayé de modéliser comment on fonctionnait et on s'est rendu compte, parce que nous, on fonctionne d'une façon très transdisciplinaire. Moi, dans mon équipe, l'aide-soignante, elle a la même place que la mienne. Son avis est tout aussi intéressant que le mien. Et donc, j'ai une équipe de psycho, avec une aide-soignante, une art-thérapeute, une orthophoniste. Et en fait, on collabore tous ensemble et on s'auto-forme. Et en fait, on s'est rendu compte que notre fonctionnement, il existait, qu'il avait déjà été modélisé au Canada. Voilà, j'en avais pas connaissance en France, mais au Canada, ils appellent ça du peer coaching. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mais on s'est rendu compte que c'est ce qu'on faisait et moi, mon retour, c'est que ça fonctionne très très bien. Donc je crois que ça fait partie des choses que moi, en tout cas, en tant qu'accompagnante de la direction de la santé mentale du groupe pour lequel je travaille, j'essaye de mettre en place. On développe des nouvelles unités actuellement et on essaye de mettre en place ce même mode de fonctionnement parce que le retour, c'est que ça fait grandir les équipes, les gens vont bien. On acquiert des compétences ensemble qui nous permettent de travailler ensemble dans la même direction pour le soin. Enfin, voilà, je crois qu'il faut aller explorer un petit peu ce qui existe. Mais ça me fait peur quand vous dites qu'on en est encore à avoir des gens qui ne savent pas dire bonjour à leur aide-soignante. Moi, voilà, j'ai quitté ce monde-là et c'est vrai que je crois qu'il faut aller explorer ce qui se fait. Les Canadiens sont très avancés. Pas tous, encore une fois, pas tous. Non, bien sûr. Surtout le Québec. Mais il y a des publications très intéressantes sur ce sujet du management hospitalier. On va continuer avec eux. Madame, à vous, je vous vois trépigner. Je voulais vous poser une question sur le menton. Ok, comme ça? Comme ça? Moi, je suis médecin du travail dans un hôpital psychiatrique. Je suis jeune médecin, donc j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je trouve très intéressant vos interventions. Effectivement, j'ai vécu un peu les mêmes difficultés surtout en santé mentale où je dois orienter des soignants vers la psychologue, psychiatre. Et donc, comme on est sur la région, le premier hôpital, on a des difficultés à les adresser ailleurs que chez leurs collègues. Donc, votre centre pour la prévention, c'est très intéressant. Et j'avais une question pour vous. Quelles sont les manières dont on peut orienter nos soignants vers votre centre, par exemple? Et là, on a parlé finances. C'est qui finance tous ces soins qui doivent être un frein aussi pour une aide-soignante ou quelqu'un qui n'a pas les moyens pour le faire? Oui, alors c'est très intéressant votre question, vous avez Merci raison. de la question. Alors malheureusement, vous avez 2 minutes parce qu'on est en train de me faire signe là-bas qu'il faut qu'on travaille. Sinon on poursuivra après, mais pour l'orientation, alors pour l'instant, moi, mon centre, c'est un hôpital de jour, il est à Lyon, donc il faut habiter Lyon ou les environs. On est en train de développer cette offre de soins dans d'autres grandes villes, Marseille, Nantes. Enfin voilà, on essaye petit à petit. Et là, ce qui est vraiment très important, et je crois que c'est fondamental. Où ça?
Mais par contre, il n'y a pas de reste à charge. C'est pris en charge par l'assurance maladie, puisque nous, c'est du soin. Voilà. Dans nos centres, tout est pris en charge par l'assurance maladie et les complémentaires santé pour ce qui est de la prestation d'hôpital de jour. Et les consultations médicales sont toutes en secteur 1. Et ça, je crois que c'est fondamental, effectivement. Merci à vous là-dessus. Alors, oui, comme on m'agite des panneaux, je vais vous demander peut-être à chacune une phrase de conclusion, en commençant par vous, Sabrine Cour. Hein, voilà, sur ces questions, sur quoi vous avez envie de centrer l'attention, quel conseil vous donneriez, le tout en 10 secondes. Bah, vous l'avez dit, en fait, faire attention à soi, son changement de comportement et le comportement de ses collègues, et orienter vers des spécialistes. Magali, je vais juste poursuivre. Orienter et développer des collaborations. Je vous parlais de nos collaborations avec les acteurs de santé au travail, les médecins G. Enfin, il y a plein de collaborations à développer et c'est comme ça qu'on pourra parcouriser la prise en charge des soignants. Arline, merci. C'est dur en 10 secondes. Pour mon expérience à moi, c'est l'attention, le sourire. Enfin, moi, je peux pas recevoir quelqu'un en consultation sans ne serait-ce que commencer la phrase en disant bonjour, mais comment vous allez aujourd'hui, même si je ne connais pas la personne. Donc c'est vraiment le focus sur l'autre pour créer cette collaboration, cette communication. Et une fois qu'on a une attention, enfin les gens vous parlent et vous pouvez les emmener très très loin, même s'ils vont pas bien du tout. Merci en tout cas, merci à vous tous. Alors nos prochains épisodes, prochaine étape, on aura le replay grâce à Jean-Loup Challa, donc lundi en fait, début de semaine prochaine complet. Et puis si vous nous donnez des munitions, on vous les mettra aussi, comme vous avez mis votre nom, vous l'aurez aussi. Et puis donc on va reprendre à la rentrée, et particulièrement avec le CNAM, donc le CNAM à Paris, sur toujours prendre soin des soignants et avec des axes divers. Donc on a les urgences et les crises, j'allais dire dans notre besace. On a toujours notre obsession des exosquelettes, encore une fois, parce que la France est très en retard sur ces questions. On a déjà fait des choses, mais heureusement ça bouge, et ça bouge beaucoup, et ça bouge vite. Et puis aussi, on a toutes vos questions, donc vous nous les envoyez, et vous nous dites, voilà, nous on aimerait bien regarder ça plus particulièrement. Vous avez par exemple de votre côté, si je peux me permettre, notre ancien ministre qui est tout à fait intéressé à ces questions, c'est sur la côté urgence. Alors bon, voilà, c'est un truc particulier. Et puis je vais vous demander surtout d'applaudir nos 3 intervenantes. Merci à elles. Et merci à vous tous, et merci à Eric de nous avoir accueillis à Préventica. À bientôt à tous. Merci.